Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats de l'entreprise Tesla pour le quatrième trimestre 2024 et je vais aussi vous partager pas mal de mes commentaires. On a eu d'autres publications importantes comme Meta, Microsoft, ASML, etc. Mais il y a eu tellement d'infos sur Tesla, notamment dans la conférence destinée aux investisseurs, que je voulais en faire une vidéo à part entière et dans les prochains jours, on va traiter pas mal d'autres résultats. Donc en première partie de vidéo, on va regarder tout ce qui s'est dit autour de l'entreprise et enfin je vous dirai est-ce que je vends, conserve ou est-ce que je vais peut-être racheter le titre. Il s'agit évidemment en aucun cas de conseils en investissement, comme d'habitude je vous partage ce que je fais, mes chiffres, mes positions, mais au final c'est vos décisions, votre argent et je suis qu'un particulier sur internet. Donc formez-vous, c'est votre argent au final. D'un point de vue du titre en bourse, il devrait ouvrir à l'ouverture un petit peu en hausse, a priori au-delà des 400 $. On voit qu'au moment où je fais cette vidéo, on devrait ouvrir à plus presque 4%, autour des 404-405 $. Et on constate que l'entreprise s'est fortement appréciée ces derniers mois. On voit qu'il y a encore même pas un an, on pouvait la payer sous les 180 $. Et c'est aussi en juin 2024 que j'avais acheté une option. Et si je vous dis ça, c'est parce que comme d'habitude, quand j'ai une action en portefeuille, je tiens à vous le dire, comme ça vous savez ce que j'ai. Et j'ai donc cette option et j'ai aussi 135 actions en portefeuille avec un gain autour de plus 135%. Sachant que le gain court terme, c'est pas vraiment quelque chose qui m'importe comme vous le savez, et on en reparlera d'ailleurs en conclusion. J'ai plutôt une vision assez long terme. Au niveau des résultats de l'entreprise, on a la croissance au chiffre d'affaires qui sur un an est pratiquement stagnante. On est à plus 2%. Et si je prends mes projections de mon fichier qui à l'époque me disait d'acheter l'action sous les 200 $, ce que j'ai fait du coup, on voit que j'avais prévu une croissance au chiffre d'affaires un petit peu plus élevée. On a un écart globalement de 10% entre le chiffre d'affaires que j'avais prévu et le chiffre d'affaires qui a eu lieu. Et comme on va le voir tout le long de cette vidéo, la thématique de l'entreprise, c'est que globalement, ils ne sont pas spécialement en train d'essayer de gagner beaucoup d'argent actuellement. Vous allez voir ce qu'ils réinvestissent, notamment CAPEX, c'est assez bluffant, mais ils ont quand même des traumas de peur de faillite de l'époque et donc ils sont quand même très bien gérés, notamment au niveau de la trésorerie. On va le regarder juste après. C'est aussi un business qui est dur à valoriser et je vais faire des mises à jour. De toute façon, c'est un business que j'étudie constamment déjà parce que c'est quand même une grosse position pour moi, clairement. Et il y a aussi beaucoup de courbes en S, beaucoup d'adoptions possibles sur différents business models qui sont en train d'essayer de développer, des nouveaux produits aussi. Et ce n'est pas du tout un business classique avec un produit, une croissance annuelle très prévisible, des marges prévisibles. Non, il n'y a pas grand-chose de prévisible chez Tesla. Et c'est aussi pour ça que c'est une entreprise qui est très volatile parce qu'elle est extrêmement difficile à valoriser. Cette croissance, elle tient notamment grâce à la très bonne croissance sur tout ce qui est énergie, donc le stockage d'énergie avec les mégapacks notamment, aussi les services et au niveau des revenus sur les voitures, on est légèrement en baisse, par contre pas au niveau du nombre de voitures vendues. Et ça, c'est parce que Tesla a toujours annoncé qu'ils veulent baisser le prix de leurs véhicules. La voiture, c'est pas du tout la finalité de cette entreprise. D'ailleurs, ils disent souvent que c'est un robot sur roue. Eux, ils veulent récolter de la donnée pour ensuite aller créer de la conduite autonome. Ils ne font pas que des voitures, ils ont aussi le stockage d'énergie. Ils essayent de développer des robots humanoïdes, etc. Donc on peut vraiment pas résumer cette entreprise aux voitures. Cependant, on va pas se le cacher, pour l'instant, les revenus automobiles, c'est ce qui pèse le plus dans le business model. Vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. On a eu une marge nette de 11,7%, ce qui est quand même pas négligeable pour une entreprise industrielle, en plus dans l'automobile, clairement. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus sur cette entreprise, la marge nette. Je vais beaucoup plus aller regarder ce qui se passe sur la trésorerie, notamment parce que quand on est dans des entreprises industrielles et en plus qui fait des voitures électriques, il est très facile de brûler beaucoup de cash. Et d'ailleurs, on n'a pas les chiffres de tous les concurrents, mais fabriquer des voitures électriques de façon rentable et sans brûler du cash, ce n'est pas facile. Les rares entreprises qui publient leurs chiffres à ce sujet, on voit qu'ils brûlent de l'argent. Alors au niveau de la trésorerie, on a une marge sur les flux de trésorerie opérationnelle de 24,3%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et si vous regardez les investissements en CAPEX, donc pour développer le business, les nouvelles usines, beaucoup aussi de serveurs de calcul en intelligence artificielle dans lesquels ils investissent massivement en ce moment, on en reparle plus tard, eh bien ils réinvestissent 14% de leur chiffre d'affaires. C'est très élevé. Regardez les chiffres que je vous ai mis en bas, et d'ailleurs ils sont là aussi, j'ai fait un copier-coller 2 fois, bon c'est pas grave. Ils sont en train d'envoyer, vous voyez, 2,7 milliards de dollars sur le dernier trimestre, le trimestre d'avant 3,5 milliards, le trimestre d'avant 2,2 milliards, je sais pas si vous vous rendez compte des montants qu'ils sont en train d'investir. Et malgré ça, ils ont un flux de trésorerie disponible positif, puisqu'ils ont tellement de cash qui est issu des opérations. Vous voyez ici qu'on garde des flux de trésorerie disponibles sur le dernier trimestre de plus de 2 milliards, le trimestre d'avant 2,7 milliards. Donc malgré les investissements, ils ont quand même des milliards de trésorerie qui augmentent chaque année. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de la ligne avec mon pointeur rouge. Regardez cash et cash équivalent et investissement aussi. Ils ont
énormément en stock. Et là, on retrouve le trauma de l'époque où ils ont été très proches de la faillite. Et d'ailleurs, quand vous allez voir la concurrence, vous avez pas mal d'entreprises de l'automobile dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne qui justement sont dans des situations extrêmement complexes parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent avec leur voiture, ils brûlent du cash, ils continuent en plus à payer des dividendes parce que c'est des vieilles entreprises et honnêtement, ça me fait très peur. C'est un secteur qui, je pense, va avoir de sacrés changements. Je suis pas certain que tout le monde survive. Ça fait des années que j'en parle sur la chaîne et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos justement pour essayer de montrer à la communauté comment éviter certains pièges à mon avis et j'espère que ça vous aura été utile et j'en referai certainement encore dans le futur. Dans les grandes lignes, quels sont les commentaires de l'entreprise? Donc, ils nous précisent qu'ils ont eu un trimestre record en termes de livraison de voitures et aussi en termes de déploiement de tout leur système de stockage en énergie. Et ils s'attendent à ce que le modèle Y soit une fois de plus le véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories confondues. Ils nous précisent qu'ils continuent à investir de façon importante dans les infrastructures pour se préparer au nouveau business model de l'entreprise avec notamment la fabrication de nouveaux modèles de véhicules mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle, stockage d'énergie. Tout à l'heure, quand je vous disais, c'est quand même une entreprise qui, malgré qu'elle vende des véhicules chers et en plus des véhicules électriques et beaucoup de la concurrence a du mal à gagner de l'argent, eh bien eux, vous voyez qu'ils sont en train en permanence d'essayer de réduire leurs coûts de fabrication. C'est les COGS en anglais. Et aujourd'hui, les véhicules, ils leur coûtent en moyenne moins de 35 000 $ à fabriquer alors qu'ils les vendent plus que ça. Et ils sont en train de se battre au quotidien pour baisser ce coût de fabrication. Tesla a toujours dit que leur objectif, c'était d'un jour vendre des voitures électriques moins chères que des voitures thermiques et de les vendre le moins cher possible. Parce que pour eux, c'est un petit peu comme un cheval de Troie qui va permettre de résoudre d'autres problèmes beaucoup plus importants comme la voiture autonome. Et d'ailleurs, ils considèrent leur véhicule beaucoup plus comme un iPhone avec des roues que comme une voiture pour se transporter. Et d'ailleurs, vous voyez ici à droite l'évolution par trimestre de la baisse des coûts de fabrication de leurs véhicules et vous voyez que clairement la tendance est baissière. Ensuite, ils ont précisé que pour eux, le business sur les voitures va retrouver de la croissance en 2025. Donc le seul point qui était en baisse auparavant quand on a regardé les chiffres tout à l'heure, a priori l'année prochaine, ils disent qu'on va repartir à la hausse. Ils ont parfaitement conscience aussi qu'ils vont avoir beaucoup d'investissements à faire et justement, ils nous précisent qu'ils ont très bien géré leur cash et qu'ils ont un bilan extrêmement solide qui va leur permettre et de gérer les difficultés qu'on pourrait avoir dans l'économie et aussi de continuer à investir. Comme je vous le disais, entreprise qui a eu des moments très difficiles il n'y a pas longtemps et donc la direction essaie d'être très prudente. Ils prévoient le lancement de nouveaux produits, aussi bien de nouveaux véhicules, on va en parler après, continuer à développer la conduite autonome, la robotique, etc. Un autre point que je voulais vous montrer, c'est un petit peu plus ingénierie, mais je trouve ça extrêmement intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est agile et qui apprend. Ici, vous avez toutes les innovations qui ont été faites avec leur Cybertruck, donc c'est le pick-up qu'ils vendent aux États-Unis, et vous voyez qu'ils ont prévu de conserver énormément de points, mais pas tous. Donc ils vont conserver par exemple le fait d'utiliser des grosses presses pour fabriquer en monobloc, en aluminium, des parties entières de la voiture pour gagner beaucoup de place, avoir moins de robots et être beaucoup plus efficace. Ils vont garder l'architecture en 48 volts pour la communication et pour tous les systèmes annexes dans le véhicule, etc. Le steer-by-wire, donc le fait qu'on ait plus une connexion directe entre le volant et la direction, ce qui va permettre du coup aussi de bosser pas mal sur l'autonomie, etc. Par contre, vous voyez qu'a priori, par exemple, le fait d'avoir un corps en acier inoxydable sur le véhicule, ça a priori ce sera que pour le Cybertruck. Et s'ils font ça, c'est tout simplement parce que techniquement c'est pas simple à fabriquer, c'est un argument marketing pour ce véhicule, mais pour du véhicule de masse, ils se rendent compte peut-être que ce n'est pas la meilleure solution parce que l'acier inoxydable c'est très dur à travailler en usine et donc ils n'hésitent pas à revenir en arrière s'il y a besoin. Cette entreprise se remet assez souvent en cause d'un point de vue de l'ingénierie et elle est très agile. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne à l'époque sur pourquoi j'appréciais Tesla. Et personnellement, étant de formation ingénieur industriel, c'est quelque chose qui m'affecte tout particulièrement. Et quand j'entends des discours axés produits, innovation, industrialisation, plutôt que d'entendre des PDG qui nous disent qu'ils vont augmenter les bénéfices de temps pour recevoir leurs stock options, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, j'apprécie ça dans ce business. Maintenant, on va passer à l'appel qui a eu lieu avec la direction que j'ai écouté ce matin. J'ai pris pas mal de notes et je vais aussi vous mettre mes commentaires. Je vous les mettrai à chaque fois en italique. Donc, on va voir ce qu'ils ont dit et je vais aussi un petit peu vous partager ma vision dessus. Le modèle Y devrait être encore le véhicule le plus vendu au monde pour l'année qu'on vient de finir. Vous avez ici d'ailleurs le nouveau design qui vient de sortir. Ils ont d'ailleurs lancé le véhicule à 2 semaines près dans toutes les mêmes usines en même temps et on l'a su que très tard. Ils deviennent vraiment bons à justement ne pas annoncer les choses trop tôt et ça je vous en parler un petit peu plus tard. J'apprécie beaucoup ça au niveau de la direction. Et ils nous ont aussi confirmé encore une fois qu'il y aurait un nouveau modèle
en 2025. On ne sait pas ce sera quel modèle. Ils prévoient que ce soit un modèle qui coûte peut-être un peu moins cher sur le long terme et on n'a toujours aucune fuite. On n'a pas eu de photo, on ne sait pas à quoi il ressemble, on sait qu'il sera fait sur les mêmes lignes de fabrication que le Y et le 3, mais on n'en sait pas plus. Et justement, je vous en reparle un petit peu plus bas avec le commentaire que je vous ai mis ici parce que c'est un petit peu le cas aussi pour Optimus, j'ai l'impression. Alors, cette entreprise, dans leur discours, on entend directement qu'en fait, ils ne sont pas du tout concentrés sur le court terme. Ce qui se passe en 2024-2025, ça ne les dérange pas. Vous voyez bien, ils n'ont pas cherché à optimiser les ventes en 2024. Ils vous donnent les chiffres, les analystes en font ce qu'ils en veulent, et d'ailleurs, ils donnent même plus de prévision. Donc les analystes et les investisseurs particuliers font ce qu'ils peuvent. Ils ne sont pas là pour aider les investisseurs, ils sont là pour que le business réussisse. Et j'apprécie vraiment de voir ça plutôt qu'une direction qui essaie de tout optimiser pour avoir les faveurs des investisseurs et être mieux payé, etc. Ils nous précisent qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur 2026, 2027, etc. Et que 2025 va être une année avec quand même beaucoup d'annonces, beaucoup de nouveaux business models qu'ils veulent lancer. Donc ils continuent à essayer de trouver de nouveaux marchés et ils prennent des risques. Cependant, comme je vous le disais, très bonne gestion de la trésorerie parce qu'ils ont eu des gros traumas. Ils sont passés pas loin de la faillite en 2018-2019. L'entreprise revient de loin et ça se voit avec le cash issu des opérations et les capex. Ils gèrent ça bien et ils n'ont pas de problème de trésorerie. Ils sont aussi en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et dans la robotique. Ils nous parlent d'Optimus, donc leur robot humanoïde. Le premier modèle est déjà figé, ils commencent à fabriquer les prototypes, etc., même si c'est dit à demi-mot, et ils prévoient déjà un nouveau design pour 2026, donc une deuxième version. Ils auraient un objectif d'en fabriquer 10 000 en 2025, et le patron dit que même s'ils en font 5 000, ce sera déjà très bien, c'est la première version. Leur objectif, c'est de lancer les choses, d'arriver le plus vite possible, parce que d'ailleurs, c'est pas du tout les seuls à le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du robot humanoïde en Asie, vous avez Figure AI aux États-Unis, donc voilà, il y a beaucoup de monde sur le marché. Ce sur quoi je voulais revenir. Quand on écoute les commentaires de la direction, et d'ailleurs c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut aller écouter les conférences et pas seulement lire les transcripts, même si les transcripts c'est déjà bien dans votre analyse, on a vraiment l'impression qu'il y a un mélange de prudence et qu'en même temps c'est déjà en train d'arriver. Là je prends les robots humanoïdes, ils n'en parlent pas vraiment, mais ils vous disent que ça va arriver, comme si en fait il y en avait déjà dans les usines. Et il y a des rumeurs comme quoi ils auraient déjà commencé à les utiliser en usine, on a vu 2-3 vidéos passer, etc. Et ça fait quelques années que Tesla a de plus en plus tendance à en dire de moins en moins, mais à en faire de plus en plus. Et j'apprécie vraiment ça sur l'entreprise. Et on le voit typiquement avec ce qui s'est passé sur le modèle Y, la nouvelle révision, donc j'entends le nouveau design esthétique, et ben en fait ils l'ont caché jusqu'au bout. Le nouveau modèle était pratiquement inconnu, on se doutait qu'il arrivait, et en 2 semaines ils l'ont montré à tout le monde, et ça y est, ils commencent à le fabriquer. Donc l'entreprise essaie à mon avis de plus en plus d'ignorer la bourse, d'ignorer Wall Street, de ne pas annoncer ce qu'ils vont faire, de ne pas essayer de vendre du rêve, mais plutôt de faire. Même si c'est vrai que le PDG Elon Musk, des fois, dans les conférences destinées aux investisseurs, s'emporte un peu et il dit « vous n'avez pas idée à quel point ça va changer le monde, etc. » Mais en fait, c'est peut-être le cas. Et la question, c'est plus est-ce que c'est Tesla qui va y arriver ou quelqu'un d'autre? Et je pense que la prudence vient de là. Les changements vont arriver. Honnêtement, j'en doute assez peu, mais est-ce que ce sera Tesla ou est-ce que ce sera une autre entreprise? Bien malin celui qui le saura, et si quelqu'un a une boule de cristal et peut prévoir l'avenir, je suis intéressé. Et justement, en parlant de commentaires qui parlent un petit peu de futur, je voulais vous en parler et vous partager un peu mon avis. Ils disent à un moment dans la conférence que l'IA dans le monde réel va changer le monde. Donc vous avez l'intelligence artificielle avec ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Là, c'est les langages. Et lui, effectivement, c'est déjà en train de changer des choses. On l'utilise au quotidien, la productivité explose. Mais maintenant, quand on parle du monde réel, on entend par exemple véhicules autonomes, robots dans les usines, robots pour faire des tâches physiques au quotidien, etc. Et ils veulent se positionner dessus. Et là, je vais vous partager mon avis sur ces secteurs. Comme je le dis souvent, pour moi, la question, ce n'est pas si. La question, c'est quand et qui. Quand est-ce qu'on va réussir à faire des véhicules autonomes et qui le fera le premier? Le si, pour moi, c'est pas une question. Est-ce qu'un jour, on aura des véhicules qui conduisent tout seuls? Est-ce qu'un jour, on aura des véhicules qui se conduisent tout seuls? Pour moi, c'est évident que ça va arriver. Quand et qui, ça, je sais pas. Mais est-ce que ça aura lieu et est-ce que l'homme est capable de créer de telles machines? Je pense que oui. Et de la même façon, pour les robots humanoïdes et pas mal d'autres technologies, pour moi, c'est qu'une question de temps. Un autre commentaire que je ferai sur l'action, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment en train d'essayer de nous vendre le truc. D'ailleurs, ils disent souvent « soyez prudents », etc. Si on n'y arrive pas, il est possible qu'on rencontre des difficultés, etc. Ils ne nous disent pas non plus que 2025 va être incroyable, etc. pour faire, entre guillemets, monter le titre. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qui se voient. Par exemple, regardez le cheval de Troie qu'ils ont mis
en mettant des caméras dans les voitures depuis des années alors que personne n'en parlait. Et aujourd'hui, ils ont toutes les données de véhicules qui ont roulé pendant des années, et c'est les seuls à avoir cette donnée qui est un petit peu le nerf de la guerre de l'IA. Donc très souvent, ils prennent des décisions qui ne sont pas du tout court terme. Par exemple, mettre des caméras dans des voitures, ça leur fait clairement baisser leur marge. Faut pas rêver. Par contre, c'est pas important que ça leur fasse baisser leur marge parce qu'eux, ils regardent 10 ans en avance. On va enchaîner les derniers commentaires parce que la vidéo risque déjà d'être longue et ensuite je vous ferai ma conclusion. Donc ils annoncent que la conduite autonome, leur système de conduite autonome sans supervision serait prévu pour un lancement en juin à Austin, donc dans un endroit géolocalisé pour le tester. On verra s'ils tiennent leur délai. Au niveau du stockage d'énergie, le déploiement accélère encore et toujours. Ils ont fait plus 244% sur un an. Et le stockage d'énergie, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans tout ce qui est les énergies renouvelables. Et j'en ai souvent parlé sur la chaîne, c'est un secteur dans lequel je crois. Ils ont tellement de demandes qu'ils prévoient déjà la fabrication d'une troisième usine qui fait ces mégapacks. Et ici, vous avez une photo d'une personne en train d'assembler un mégapack à l'usine de Shanghai. Et en parlant de stockage d'énergie, il nous précise qu'il y a des vraies contraintes sur les batteries et ils travaillent sur le sujet pour accélérer la croissance. Ils l'ont déjà dit dans le temps, on aura besoin de tout le monde pour faire la transition, il va falloir fabriquer des batteries. Et d'ailleurs, ils ont déjà précisé qu'ils voulaient travailler avec leurs fournisseurs, qu'ils avaient besoin de leurs fournisseurs et s'il vous plaît, fabriquer autant de batteries que possible. Mais vu que pour eux, ça ne va pas suffire, ils ont par exemple prévu de commencer la production de leur usine de raffinerie de lithium à Corpus Christi au Texas. Ils font de plus en plus de production verticale et aussi en externe. S'il faut fabriquer des batteries en interne, on le fera vertical, c'est ce que toujours fait, c'est ce que Tesla a beaucoup fait dans le temps, et on le fera aussi en externe parce que de toute façon on ne pourra pas fabriquer toutes les batteries toutes seules, il va en falloir beaucoup. Il prévoit une accélération de la production pour le Cybertruck sur 2025 et il pense pouvoir fabriquer 125 000 unités de ce véhicule l'année prochaine. Il parle aussi de donner des licences pour le FSD à d'autres constructeurs automobiles. Donc, en gros, d'autres constructeurs automobiles intégreraient dans leur véhicule le système de conduite autonome de Tesla avec les caméras. C'est toujours en discussion, mais le fait qu'il continue à le mentionner montrerait que peut-être d'autres constructeurs seraient intéressés justement par utiliser leur système. En résumé, parce qu'on ne peut pas passer toute la conférence destinée aux investisseurs, il y en a pour plus d'une heure. Ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'on y apprend beaucoup de choses et je dois aller écouter ces conférences. Je confirme que c'est important dans mes analyses ou de lire les transcripts évidemment, mais je trouve qu'on en apprend beaucoup avec l'audio. Est-ce que la direction est positive? Est-ce qu'ils ont des peurs dans leur tonalité? Est-ce qu'ils sont en train plutôt de pas trop promettre ou alors en train de vendre le truc? On a tendance des fois à sentir si par exemple ils disent ça mais ils veulent pas trop le dire parce qu'ils veulent pas trop vendre le truc et ensuite peut-être avoir de meilleurs résultats que prévu. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça et des fois c'est l'inverse. Donc c'est important d'essayer aussi d'aller sonder ces informations. En conclusion, bon, vous savez que j'apprécie cette entreprise puisque je l'ai en portefeuille et j'en parle depuis pas mal de temps. Et je pense que le potentiel du business commence à être à nouveau valorisé dans le prix de l'entreprise après des années avec des points d'entrée qu'on a eu et sur lesquels je me suis positionné d'après mon analyse, puisqu'à l'époque je pensais que le titre était quand même assez sous-valorisé quand je l'ai acheté. Vous voyez, on a un prix de revient unitaire là à 172 $ et j'ai quand même acheté beaucoup sous les 200 $ depuis plus de 2 ans. J'essaie aussi de faire partie des investisseurs entre guillemets patients, c'est difficile, et de rester détaché émotionnellement. D'ailleurs, YouTube m'aide beaucoup pour ça, parce que oui, je regarde énormément de choses, mais je prends beaucoup de recul avant d'enregistrer et de faire mes analyses, tout simplement parce que c'est mon argent, je dois bien le gérer, et en plus le fait que je le partage me force à ne pas passer du coq à l'âne toutes les 3 minutes, et je pense que YouTube m'aide vraiment au quotidien dans mes investissements. Donc pour l'instant, je conserve, clairement, aucune raison de vendre. Je veux vraiment être patient et long terme avec cette entreprise, leur donner la chance de faire ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire dans le futur. Est-ce qu'ils y arriveront ou pas? Ça, c'est une toute autre histoire. Mais au final, j'ai payé l'entreprise à un prix qui me paraissait raisonnable. Je me suis positionné. Ce n'est pas pour prendre une plus-value 6 mois plus tard. Ça peut baisser, ça peut monter. Le titre est volatile et c'est OK pour moi. Cette entreprise, elle n'est pas du tout simple à valoriser, c'est pas conventionnel. Elle a de multiples courbes d'adoption possibles sur différents business models en parallèle. On n'est pas sur une entreprise qui aurait un ou deux produits avec 8-10% de marge depuis 10 ans, une marge nette stable, on projette, facile à analyser. Non, là, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je travaille régulièrement. Cette entreprise, je la suis beaucoup justement pour ça, parce qu'elle ne fait pas partie des titres les plus sympas à analyser à mon avis. J'ai ma position sur l'entreprise, comme je vous le disais. J'ai aussi une option, vous l'avez ici en bas à droite. Pour l'instant, je ne touche pas. Je fais du travail continu sur le titre. De toute façon, vous voyez, j'en parle plusieurs fois par an sur YouTube.
et aussi parce que l'entreprise elle a une très forte couverture médiatique. C'est bête, mais parler de Tesla, ça fait des vues, donc les médias en parlent. Et comme je dois tout faire pour me forger mes opinions et ne pas être influencé, je suis obligé de beaucoup travailler sur le titre. Mais c'est le cas avec d'autres entreprises, hein. Vous avez eu beaucoup de négativité sur tout ce qui était les médicaments de perte de poids, les GLP-1, et puis j'ai beaucoup travaillé sur IMSS, les banques avec SoFi, je vous en parle pas, Google avec ChatGPT qui allait le tuer, Meta avec le Metaverse, etc. Vous voyez que dans le temps, à chaque fois qu'on a des peurs sur les médias, je fais une vidéo pour justement très très vite en parler. Déjà pour vous en parler à vous aussi, parce que je l'ai toujours fait. Et c'est aussi pour moi-même, ces vidéos, elles m'aident énormément à poser les choses sur la table, prendre plusieurs heures pour les préparer, réfléchir et me forger mon propre opinion. Et on va finir la vidéo avec les 2 derniers points. Si je n'étais pas encore positionné, je me poserais sérieusement des questions. Aujourd'hui, la position, je ne peux pas vraiment mettre plus dessus. En plus, j'ai une option que je compte exercer dans le futur pour récupérer une centaine d'actions en plus. Donc voilà, je ne vais pas en acheter plus. Par contre, j'ai le sentiment que mes prévisions à l'époque, elles étaient assez prudentes. J'ai envie de vous dire pour changer, mais je préfère faire ça, être assez prudent, être patient, même si ça met du temps parfois à ce qu'une entreprise corrige. Tesla a passé plusieurs années entre les 100 et les 200 $. Elle est un petit peu au-dessus de 200, puis rebaisser, puis remonter, puis rebaisser. C'est ok, c'est du court terme. Par contre, sur 5 ans, 10 ans, on verra bien. Mais je pense que mes chiffres et mes projections étaient très prudentes. Et d'ailleurs, en parlant de refaire les chiffres, je pense un jour devoir faire un fichier Excel assez différent pour cette entreprise, tout simplement parce que je ne peux pas le valoriser comme tout autre business. C'était plus simple à l'époque parce que globalement, on n'avait que la vente de véhicules et puis pas encore les autres business développés. Mais là, on est vraiment passé à autre chose que la vente de véhicules, avec l'énergie, avec le potentiel de revenus sur X business model au sein du business model général. Je vais travailler là-dessus. Mais je ne suis pas pressé puisque de toute façon, je suis déjà positionné. Au final, j'ai acheté le titre quand peu de personnes en voulaient. Et maintenant, j'ai un nouveau combat. Ça va être de ne pas vendre. Et je continuerai à en parler justement pour continuer à étudier l'entreprise, confirmer que ma thèse d'investissement est bonne, vérifier s'il ne dévie pas de mes projections pour être certain que je la conserve dans le temps. Et tant qu'ils cocheront les cases par rapport à mon analyse et à mes fichiers que je vais faire évoluer, comme je vous le disais, eh bien, il n'y a pas de raison de la vendre et au contraire, je la conserverai. C'était une vidéo assez longue, je pense qu'elle a été importante. J'ai eu beaucoup de choses à étudier, j'ai écouté le call pour vraiment vous préparer tous les points. Je ne suis pas allé regarder ce qui se disait dans les médias, je vous ai vraiment donné de suite ce que je pensais pour essayer de vous donner vraiment ma vision brute de décoffrage. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.